quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Ok, normalement, on est bon. Alors, bonjour à tous. Bonjour Pierre, bonjour Yavik et bienvenue dans Calisti. Ça fait quelques semaines qu'on essaie de coordonner les agendas. On y arrive enfin, donc je suis contente qu'on soit là tous les trois pour enregistrer cet épisode. Pierre, tu as à ton actif 12 années d'expérience dans le secteur de la qualité et tu as fondé Ayokai, donc, qui est une société de conseil en informatique avec un focus sur le test qui est basé à la fois en Europe et en Afrique. On va avoir l'occasion de détailler tout ça. Mais avant, petite question rituelle, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours et puis ce qui t'a amené au test? D'accord, très bien. Enchanté Nankaïda, merci en tout cas de nous recevoir dans ton podcast. Pour parler un peu de moi, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai un parcours académique qui a rien à voir avec l'IT à la base. Donc j'ai fait des études dans la finance, principalement en sciences économiques et gestion. Et c'est en master 2, enfin à la fin du master 1, que j'ai eu un prof qui était en gestion de projet IT. Il y a plein de profs qui venaient dans nos masters pour nous présenter leur master, pour essayer de nous motiver à aller en M2. Et il nous a parlé de data, de machine learning, de UML, de gestion de projet IT et pas mal de choses. Et en fait, sa présentation, j'ai adoré. Et au lieu de continuer justement sur la partie finance, j'ai décidé de rejoindre ce parcours. Là où il fallait déjà récupérer toute la connaissance que ceux qui avaient le parcours de base avaient déjà acquis. Et puis voilà, j'ai fait la gestion de projet principalement côté IT. Et c'est au fur et à mesure que, après mes études, je me suis dit je voudrais être consultant. Je me suis tenté sur la partie SAP. Ça n'a pas été un franc succès, c'était assez compliqué, entretien sur entretien. Et après, je suis tombé sur le testing par hasard. Alors vraiment, c'était par hasard, c'est-à-dire que on a fait appel à moi pour un entretien, c'était recetteur, et je me suis posé la question parce que j'étais dans la finance et le mot recette on l'utilisait pas mal, et je me suis dit bon, je vais aller à l'entretien mais je comprends pas trop pourquoi le monsieur m'a contacté. Et c'est là, pendant l'entretien, on a discuté sur pas mal de choses, et puis et qui m'a expliqué les sujets. J'ai pris plein de notes, et quand je suis parti de cet entretien, j'ai fait plein de recherches sur Internet, et je suis tombé sur des vidéos, sur pas mal de choses. À l'époque, c'était la plateforme Guru99.com. Je suis tombé dessus et j'ai commencé à lire. J'ai regardé Wikipédia, et après je me suis dit ah mais ça a l'air intéressant. J'aimerais, comme j'ai fait un peu d'IT dans mon stage, j'aimerais peut-être approfondir un peu le sujet. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à un meeting que Capgemini Society Consulting organisait. Je suis allé par hasard et j'ai rencontré des responsables pendant ces différents meetings là où il y avait des futurs recrues. Et j'ai eu la possibilité 3 jours après de passer un entretien et 2 semaines après de pouvoir être embauché. Donc c'est comme ça que l'aventure sur le testing a commencé. Notamment au niveau de Sogeti Consulting, et mon rôle c'était vraiment d'accompagner les clients sur les activités de test. Je connaissais rien du tout, mais j'apprenais vite. Et peut-être c'est ça que le recruteur il a apprécié, parce que comme j'avais déjà eu un entretien avant et je suis arrivé, du coup ce que j'ai lu, j'ai été capable de répondre aux questions assez facilement. Et du coup il a peut-être cru en moi, et de fil en aiguille, j'ai continué à me documenter. Je suis arrivé au Sogeti Consulting et j'ai fait du conseil auprès de grands comptes. Mais moi, pendant les premiers mois, je me disais mais comment j'ai fait pour arriver là? Ça n'a rien à voir avec mon parcours. C'est un sujet que je ne connaissais même pas avant, et en plus l'IT c'était très très loin pour moi. Et voilà, donc j'ai travaillé sur pas mal de clients en conseil jusqu'en 2015.
Et à partir de 2015, je me suis dit bon j'ai plutôt envie de bouger et j'ai commencé à travailler directement chez les clients parce que je me disais bon plus tard je veux créer une entreprise, mais je me disais j'ai pas assez d'expérience pour créer une entreprise. Donc depuis 2012, j'avais déjà cette idée de je vais me mettre en indépendant, je vais créer une entité, etc. Mais j'avais pas l'expérience qui était adéquate. Et donc de fil en aiguille, je suis allé de mission en mission en consulting, puis ensuite de contrat CDI en CDI. Et au fur et à mesure, arrivé la période Covid, je me suis dit bon, je pense que je suis assez prêt, j'ai envie de faire les choses. Et j'avais fait pas mal de voyages aussi au Congo-Brazzaville. Et j'avais identifié la capacité des jeunes à pouvoir être vraiment au bon niveau parce que je parlais politique, je parlais pas mal de choses avec des jeunes par rapport aux adultes. Ils avaient vraiment des sujets plus poussés et je me suis dit, je pense qu'il y a un potentiel. Et je me dis, le seul critère pour lequel je me motiverais à aller investir justement dans ce sujet-là et partager mes connaissances, ça serait sans doute s'il y avait les critères nécessaires. Donc mes critères, c'était Internet, l'électricité, c'était moi la priorité. Donc la fibre optique et l'électricité. Donc si ces deux éléments étaient réunis, je tentais le challenge. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 2020, j'ai quitté Rakuten et ensuite j'ai décidé de créer cette entité. J'ai mis un peu plus de temps. D'abord j'ai créé une entité en France parce que fallait que je me mette en indépendant pour pouvoir faire mes activités. Et ces activités permettaient aussi d'investir aussi au Congo en parallèle parce qu'en tant que salarié, ça m'aurait coûté très cher. Donc, alors qu'en tant qu'entreprise, du coup, je maîtrise mieux les risques et j'ai pas de crédit à faire pour investir dans tout ça. Donc là, on est arrivé au niveau de l'entité côté Brazzaville, j'ai monté toute une équipe, donc je m'en souviens, je suis arrivé, j'avais 10 jours, j'ai fait un vol, 10 jours, je devais créer la société, faire les statuts, embaucher les premiers collaborateurs, trouver les bureaux, etc. Et tout ça, j'ai réussi à faire en 10 jours. Yavik, c'était le premier collaborateur que j'ai recruté. Petit testing rapidement sur la partie développement, il connaissait rien en test, et mon objectif c'était, je me suis lancé comme pari, c'est, moi j'ai appris le test de rien, et j'ai emmagasiné beaucoup de plateformes et beaucoup de méthodes pour apprendre en autonomie. Je me suis dit je peux véhiculer ça aussi au travers de d'autres personnes et si j'ai dit que je vais créer une équipe parce que le testing aujourd'hui c'est très important dans le domaine subsaharien, le marché subsaharien, ils sont en train de s'intégrer au fur et à mesure avec les nouvelles technologies. Il y a une pénétration et j'ai pris l'exemple qu'il peut y avoir en Asie, là où il y a eu la pénétration avec Internet, la fibre optique, ce qui a comment dire, ce qui a accéléré justement la croissance des sociétés tech et forcément derrière il y avait le développement, il y avait la qualité. Donc là, même si mon domaine c'était la qualité, je me suis dit je vais quand même faire quelque chose de plus large et donc j'ai créé une entité qui fait du développement et du testing, mais avec un focus sur le testing de la qualité. Ok, d'accord. Bon, t'as développé tout ça et puis bon, tu t'es pas arrêté juste à la qualité. Ok. Désolée, je te coupe là. J'en profite parce que tu viens de parler de Yavik, du coup. Donc, qui nous a rejoint pour cet épisode, qui est intéressé par les sujets de la qualité et qui aujourd'hui. Donc, Yavik, est-ce que tu pourrais te présenter et puis revenir un petit peu sur la genèse de votre rencontre à tous les deux. Puis toi, comment t'es arrivé dans la qualité, quoi, un peu plus en détail. Et un bonjour, je me rends compte par un ami qui me fait parvenir la fiche d'Ayokai, où il recherchait un développeur Java. Je me suis dit, vu que j'étais déjà à l'époque assez à l'aise sur Java, je me suis dit, ok, bon, je vais tenter ma chance, que j'étais développeur. Donc, je postule, et je vais attendre, bon, ok, et je vais recevoir un petit retour. Donc, c'est ce petit retour qui je vais au fur et à mesure me rapprocher de la structure qui est en train de naître, bien sûr, et rencontrer Pierre. Et là, je le rencontre. Et là, à notre première rencontre, il me parle de WebDriver.io, des tests, de RQA, de Playwright, de ces environnements-là. Et moi, je ne maîtrisais pas vraiment. En fait, pour moi, je m'arrêtais à du Java. Ce que je faisais, son test unitaire, je mettais des 3 ou 4, des if, etc. Je consommais. Donc, pour moi, je m'arrêtais là. Je n'avais pas cette dimension ou cette couche de qualité. Pour moi, je ne pensais même pas que ça existe. Je me disais, bon, je regardais un peu de loin les tests unitaires, je me disais, bon, à quoi ça sert, au final? Le plus important, je me disais, le plus important, c'est, j'écris ma classe, j'écris mes méthodes, ça fonctionne, ça passe, ok.
Pourquoi Ok. encore venir écrire une surcouche de tests unitaires? Je trouvais c'était assez encombrant. Mais Ok. là, Pierre me bourre le cerveau de Web Driver IO, etc., de Selenium Grid et autres. Je suis resté tranquille. Je me suis dit, au départ, je ne voyais pas d'abord l'importance. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une nouvelle technologie, je vais me lancer. Et là, je commence donc à voir la documentation. Comme ce qu'il a dit, il a eu à bien nous former. Donc, je commence à lire la documentation. Je suis aussi allé sur Guru, sur Open Classroom, sur Test Automation University, Mhm. où j'ai commencé à appréhender les notions de la QA. Je me suis dit, tiens, mais depuis le début, quand j'ai commencé le développement, si j'avais pris conscience que la QA était aussi important, je devais peut-être coder autrement. Si seulement tous les développeurs avaient Ah ce oui, truc-là. sincèrement, c'était une forme de révélation. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, Ok. je ne peux plus coder sans qualité. Il ne peut plus y avoir de code sans qualité. Il ne peut plus y avoir de code sans TDD ou sans BDD. Ça ne peut plus exister, ça. C'est beau, hein. Franchement, Ouais, c'est de la musique ça, à mes oreilles, j'aime bien. je dis en tout cas, plus jamais. Donc, du coup, avec le temps, donc, j'ai d'abord commencé par la partie théorique. Donc, il fallait appréhender tout ce qui était les, tout ce qui était les tests unitaires, à quoi ça servait, c'est quoi la notion de couverture, c'est quoi les tests d'API, les tests end-to-end, les tests système, les tests de régression, de non-régression. Donc, il y avait pas mal de vocabulaire qu'il fallait assimiler. Mhm. Ça, avec le temps, petit à petit, avec pas mal d'exercices, c'était assez bon. Une fois que c'était bon, je me suis retrouvé sur un autre problème. Je me suis dit, bon, on s'est dit, ouais, déjà, il y a ces notions théoriques de test. Il faut donc les mettre en pratique. Mais avec quoi? Au tout départ, vu que j'étais centré sur Java, je me suis dit, vu que j'ai appris la notion théorique des tests unitaires et les notions de couverture, je vais donc me lancer sur JUnit avec AssertJ en Java. Donc j'ai commencé à bosser comme ça à un certain moment, à réécrire. Donc là, je passais en TDD. Ok. Donc j'écrivais d'abord mes tests, après j'écrivais des méthodes et puis je passais par un refactoring à la fin. Donc j'exécute mes tests, ils vont échouer, je crée maintenant les méthodes qui vont avec, j'exécute les tests, ça va réussir et après je fais un refactoring. Là c'était parti comme donc l'entreprise, on s'est entendu, on devait se baser sur une technologie, notamment du JavaScript et du TypeScript. Ok. À ce niveau-là, j'ai abandonné un peu en grande partie euh, la technologie Java et je me suis donc focalisé sur Playwright. Et là, on va savoir que en quittant Java, un langage assez, quand je suis revenu sur le JavaScript ou le TypeScript, pour moi, la transition était assez facile parce que à faire du Java, c'était un peu costaud. Donc, quand je reviens, c'était assez clair et avec peu de temps, j'ai rapidement évolué à ce niveau-là. Donc là, je me suis plus concentré sur tout ce qui est automation, donc tout ce qui est automatisation des tests à ce niveau-là. Et avec le temps, avec le cumul de temps, et un peu d'expérience et de l'expérience aussi de Pierre, non, aujourd'hui, je me considère comme étant un développeur, mais aussi un testeur à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà un grand parcours, une grande transformation que Pierre m'a apporté à ce niveau. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, t'as l'air très heureux de ce parcours et la rencontre avec Pierre a été quelque chose d'assez positif. En tout cas, c'est ce que je ressens de ton discours. Ce que je retiens de vos parcours à tous les deux, c'est que Pierre, de ton côté, tu as eu quelqu'un qui t'a fait confiance et ensuite tu t'es dirigé vers la qualité. Et de la même manière, tu as décidé de faire confiance à toi, Yavik, pour continuer aussi dans la qualité. Donc, est-ce que c'est quelque chose, donc là je te pose la question à toi Pierre, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu reproduire, vu que c'est quelque chose que tu as expérimenté, ou non, tu t'es dit, ok, enfin, c'est génial, il en veut, il a une personnalité qui est super, en tant que consultant, il sera super, donc go. Donc brièvement, quand j'ai dit, lorsque j'ai décidé de créer cette entité, pour moi, c'est de m'entourer de pépites
de pépites qui ont un potentiel. Parce que après plusieurs années d'expérience dans le domaine, je suis capable quand même d'identifier des profils qui peuvent répondre à une problématique ou en tout cas à un objectif cible que je me suis fixé. Voilà, le but c'était vraiment de m'entourer avec des gars qui sont très bons techniquement, d'aller sur de l'expertise, pas juste de la QA fonctionnelle, mais vraiment des gars qui vont partir de la technique, parce que souvent c'est le plus difficile à apprendre, et de cette technique-là, leur apprendre les bonnes façons de faire la QA, déjà les sensibiliser, ensuite leur apprendre les bonnes façons, les laisser en autonomie, parce que je voulais aussi avoir des gars qui soient capables de réfléchir tout seuls, c'est-à-dire que je leur donne le chemin, je leur donne les outils, les moyens, euh, et je les laisse avancer et de temps en temps je travaille un peu avec eux pour pouvoir voir si ils ont appréhendé les choses de la bonne façon, comme ça me permet de faire les corrections au bon moment et au fur et à mesure je vois que ça avance voilà, donc je voulais déjà partager cette capacité à aller chercher les informations et être un peu autodidacte du domaine. Parce que le domaine du testing ça évolue tout le temps et la puissance d'un QA c'est un QA qui est curieux et moi je voulais vraiment m'entourer que des personnes qui étaient curieuses. C'était un des critères qui était très important. Au niveau de Yavik, dès le début, j'ai ressenti que je pouvais le faire confiance en tant que premier collaborateur et sachant que il allait aussi avoir des épaules un peu plus larges. C'est-à-dire que je voulais avoir une personne qui aurait la capacité de pouvoir piloter aussi d'autres collaborateurs qui arriveraient dans l'entité. Donc c'est vraiment tout ça que j'ai regardé et lorsque je l'ai eu en entretien, j'ai senti qu'il avait déjà ses appétences, mais en plus de ça, il avait cette niaque, c'est-à-dire je lui donnais un petit use case à faire en développement, vraiment très basique et aléatoire, et je voulais juste voir sa capacité à être motivé à le faire et en très peu de temps. Je dis tu peux le faire d'ici une semaine, etc. Je pense qu'il est rentré, je crois qu'il y avait que t'es rentré le soir même, t'as fait le truc et le lendemain tu m'as renvoyé le résultat. Et donc avant que je parte de Brazzaville, j'avais déjà validé ton profil et ton contrat de travail. Donc voilà, c'était vraiment cette vision que je voulais partager. Et toutes les personnes que je recrute justement par rapport à, on va dire, d'une certaine façon mon parcours. Donc je veux des gens qui soient curieux, qui soient motivés, donc déterminés sur le sujet et qui soit bosseur parce que du coup on crée quelque chose vraiment from scratch et on est au niveau du Congo-Brazzaville, on est vraiment la première entité réellement à se focaliser sur les domaines du testing. Il y a des entreprises qui sont concurrentes qui nous ont même demandé si on pouvait les former justement sur le testing. Il y a voilà, il y a des équipes IT dans des grands comptes qui justement nous demandent d'être accompagnés, formés. Il y en a qui ont peut-être lu de la doc. Et par exemple, je vois par exemple le cas de la banque postale du Congo, qui est la plus grosse banque financière de la place. Aujourd'hui, elle n'a pas les mécanismes du testing. C'est-à-dire qu'ils font du test, mais ils n'ont pas appris ce que c'était les tests. Ils ont peut-être lu des documents, des trucs AISTQB, mais sauf qu'en fait, ça suffit pas. Si on n'a pas la bonne démarche, la bonne approche, on peut lire les documents qu'on veut, on n'y arrivera pas, et du coup, on devra toujours sous-traiter à l'étranger. Donc, beaucoup de projets sont sous-traités au Maghreb ou en tout cas ailleurs que la place. Et notre objectif, c'est de leur donner ces compétences et donc on crée des modules de formation. On va chercher des clients parce qu'en fait, souvent, les clients ne savent pas qu'ils ont besoin de la QA. Et nous, on arrive avec nos brochures commerciales et on leur montre qu'on peut faire des choses. Ils disent, ah, mais il y a des choses comme ça ici au pays. On a des enseignes, des compagnies qui sont capables de nous accompagner sur le test et sur le développement, etc. Alors qu'en général, ils ont plus une approche là où ils vont embaucher quelqu'un, ils vont essayer de faire avec, et le reste, ils vont le sous-traiter au Maghreb ou ailleurs. Voilà. C'est souvent ça aujourd'hui. Ok, super. Très très clair. D'accord. Donc du coup, bon, ça tombe bien, t'en parles. Parlons un peu du contexte justement au Congo. Alors, attention, il y a deux Congos, pour ceux qui ne sont pas au courant. D'accord, on a le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Là, on est Congo Brazzaville. Donc comment est le marché au niveau du pays? L'écosystème en lui-même, parce que là tu viens de parler du fait que on a des entreprises IT qui vont externaliser certaines compétences, qui vont aller les chercher ailleurs, parce qu'il y a pas nécessairement, en tout cas ils ne sont pas au courant qu'il y a les compétences sur le territoire. Plus globalement, comment est-ce qu'on est en termes de couverture des autres? Est-ce qu'il y a énormément d'inégalités comme on en a aussi ici en France? Est-ce que pas du tout? On sait que voilà, il y a un bouillonnement vraiment sur l'ensemble en termes de croissance. Comment ça se passe? Vous pouvez me parler un petit peu de ça?
Je vais d'abord laisser Yavik parler de l'écosystème dans lequel il vit au quotidien, avant que moi je donne un peu ma vision par rapport à ça. Ok. Je laisse la main à Yavik. Ok. Donc là, en termes d'environnement, il faut savoir que en Afrique, donc ici précisément au Congo, tout ce qui est notion de qualité, c'est nouveau. Ok. Donc c'est c'est vraiment nouveau. Donc nous sommes l'une des rares entreprises ici au Congo-Brazzaville, implantées au Congo-Brazzaville, qui font de la qualité. Que j'ai eu à donc via l'entreprise, on a eu à faire des petites conférences dans les universités et même dans d'autres entreprises. Et c'est là qu'on a vu il y avait un trou. Moi, j'étais dans deux ou trois universités où j'ai parlé de tout ce qui était qualité logicielle. Je me suis rendu compte que les étudiants, ils ne le maîtrisaient pas. Et même les professeurs, donc ceux qui enseignaient, les docs qui enseignaient, n'avaient pas ces notions de qualité logicielle. Donc ça, c'est déjà une très grande lacune. Mais excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, étant donné que toi-même, tu ne savais pas tout ce qu'il y avait en termes de qualité logicielle, tu ne connaissais pas ces métiers-là avant Ayokai, si tu veux. Donc ça a été, est-ce que c'était une grosse surprise pour toi ou tu t'y attendais un petit peu? Une grande surprise, pas peut-être pour les étudiants en fait. Pour les étudiants, je pouvais comprendre. Ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de passer. Ok, Mais pour les experts, c'est-à-dire les docs, ceux qui enseignent en fait informatique, pour eux, je me disais, bon, ils sont assez experts, donc du coup, ils devaient déjà avoir ces notions-là dans le monde que nous vivons actuellement. Donc, pour moi, ok, c'était un grand choc. Quand j'arrive, à la fin, on me demande, bon, monsieur, excusez, mais la qualité, c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on va mettre en place les structures? Comment est-ce qu'il faut faire? Là, je me rends compte qu'il y a un grand vide à ce niveau-là. mhm, Donc, mhm. le besoin au Congo-Brazzaville, il y a le besoin parce que nous sommes ici au Congo-Brazzaville, non, précisément au Congo-Brazzaville où je maîtrise, nous sommes très peu, donc il y a très peu de gens qui maîtrisent la qualité. Déjà, dans sa forme théorique, et il y a aussi très peu de gens qui maîtrisent la qualité dans sa forme pratique, dans les compétences techniques. Là encore, c'est plus difficile à ce niveau-là. Donc le marché y est, il va donc manquer en grande partie la compétence. Et à UK, pour moi, UK, c'est euh, non, donc cette vision-là, il va venir donc, combler le vide pour les entreprises qui sont ici, donc les entreprises, combler le vide au niveau des établissements aussi, au niveau de pas mal de pas mal d'institutions aussi à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi essayer de propager les notions de qualité. Ça, c'est important. Ok. Si je peux rebondir sur ce sujet-là, globalement, en termes d'analyse du marché, ma priorité, c'était de pouvoir comprendre à peu près le fonctionnement à moyen terme, à court et moyen terme sur la pénétration d'Internet. Donc, il y a plein d'indicateurs que j'ai suivis, des news que je lisais au fur et à mesure, sachant que quand j'étais en 2012, j'ai décidé d'aller faire mon stage de fin d'études au Congo-Brazzaville. Et ça m'a permis de rester quasiment 8 mois sur place et d'observer pas mal de choses, de rencontrer des potentiels partenaires. Et j'avais travaillé avec une personne qui s'appelle Véron Mankou et qui était, enfin, il avait innové, il avait développé et construit les premières tablettes africaines. Donc bon, c'était des choses qui étaient un peu assemblées en Asie, mais ça avait été, voilà, la conception a été faite directement par eux et ça a eu pas mal d'écho dans les médias et dans pas mal de domaines IT. Et Mhm. vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qu'il faut, c'est d'observer au niveau de la pénétration Internet. Est-ce que les gens commencent à beaucoup utiliser leur smartphone avec Internet, les réseaux pour pouvoir travailler à distance avec des Mm, mm, plateformes mm. cloud, etc. Et donc tous Ouais. ces critères-là, je les ai observés au fur et à mesure. Et ça a été l'élément déclencheur, la partie post-Covid, pour pouvoir me dire, il y aura un besoin. Dans le sens où les gens ne connaissent pas la qualité, ils connaissent la qualité quand ils commencent à avoir des problèmes. C'est quand ils, voilà. Même si les gens ne sont pas formés, en effet, parce que dans toutes les écoles et dans leur formation,
On parle pas de qualité. On va parler rapidement. Je teste ma fonctionnalité, mais ça reste juste du simple bêta ou alpha test, mais vraiment très très basique. Mais c'est pas aussi poussé. Et, Ouais. je me suis dit dans tous les cas, toutes les grandes entités, pour pouvoir réussir, elles auront pas le choix que de s'adapter aux normes internationales. Les normes internationales, les standards, disent que si tu veux interagir avec nos systèmes, tu dois nous prouver que ce que tu vas développer pour te plugger sur notre système, tu as bien fait les checks, tu as fait pas mal de vérifications nécessaires pour être sûr que l'intégration que tu vas apporter aussi des partenaires locaux, quelque chose qui est pris dans l'anticipation, dans la proactivité, et on se positionne. Pour le moment, on se positionne en tant que leader parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en face, même s'il y a des gens qui font du développement, mais ils n'ont pas les bonnes pratiques de développement dans un premier temps. Parfois, ils n'utilisent pas les dernières technologies et les standards de développement, mais aussi sur la partie testing, ils n'ont pas non plus cette approche. Parce que déjà, le marché, même en Europe, c'est un marché de niche, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'acteurs. Même des gens qui ont fait des études d'ingénieurs n'ont pas forcément toute cette appétence sur le testing. En tout cas, ça va être très bref. Et je me suis dit, il y a moyen de construire quelque chose et de se positionner en termes de leader et d'apporter quelque chose qui a une valeur ajoutée, mais avec des locaux. Pas juste aller chercher des personnes à l'étranger et venir les positionner sur les marchés, me dire, on peut faire confiance au marché local, mais il faut investir du temps, de l'énergie, en formation, et ensuite le reste, du coup, ça sera comment tu as réussi à faire tout ton onboarding de tes collaborateurs. C'est ça qui fera ton facteur de succès, principalement. Parce que l'information, elle est gratuite aujourd'hui, comme tu l'as dit un peu au début. C'est juste qu'il faut savoir aller la chercher. Et avec une douzaine d'années d'expérience, j'ai pu emmagasiner pas mal de choses et d'approches. Et c'est ça que j'essaie de pouvoir partager à mes collaborateurs. Ok, donc une grosse tâche pour le coup, d'éducation et de sensibilisation. Ok, à propos de ces sujets-là, ça marche. Ok, très très clair. Bon, j'avoue que c'est un petit peu l'image que j'en avais, parce que on voit des courbes de croissance énormes sur plusieurs pays sur le continent pour énormément de secteurs différents. Mais c'est vrai que on est encore au démarrage en fait, pour rattraper d'autres parties du monde. Et oui, ok, bon c'est génial d'avoir pris cette décision-là. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Pourquoi avoir décidé, du coup, à la suite de ton stage, d'aller t'implanter là-bas et surtout de faire le travail en double, mis à part la partie administrative, mais de faire le travail en double à la fois en France et au Congo, parce que c'est double travail, en l'occurrence là, pour une création d'entreprise, c'est double travail, quoi. Ouais. Globalement, moi, j'ai toujours réfléchi à une vision afro-péenne. Parce que nos histoires ont fait que ce soit pour l'Europe et après précisément pour la France et l'Afrique subsaharienne, il y a quand même des liens culturels qui sont très forts. Ensuite, je me suis dit, j'ai l'habitude de travailler avec des collaborateurs qui sont à distance en Asie, que ce soit en Inde, au Vietnam, et je me suis dit, en fait, ce que eux ils ont fait, nous on est capable de le faire, parce que ce qui manquait avant, c'est qu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir travailler en distanciel et surtout avoir du bon matériel, l'électricité, etc. Donc il y avait pas mal de métriques et de paramètres, en tout cas, qui manquaient. Aujourd'hui, ces variables, elles sont plutôt remplies. Même si on va avoir des systèmes de délestage qui font que le courant peut couper, donc du coup j'ai mis en place aussi des systèmes de relais pour anticiper ce genre de choses, pour maintenir la continuité du service. Mais globalement, avoir deux entités, une en France, ça me permet de pouvoir continuer mes activités parce que du coup je suis indépendant et donc du coup je fais du conseil auprès d'entreprises. Donc là aujourd'hui, je suis dans une banque d'asset management dans lequel j'accompagne sur la transformation. Aujourd'hui, je fais vraiment de la QA, c'est-à-dire je passe pas ma journée à tester, etc. Mais je vais vraiment faire le même travail que j'ai fait avec mes collaborateurs côté Brazzaville. Je vais faire beaucoup de coaching, beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation, beaucoup de processing, beaucoup de la culturation, etc. sur ce sujet-là. Donc, je le fais aujourd'hui au quotidien en tant qu'indépendant. Et c'est ça, ce savoir-là, à chaque fois, je le transmets à mon équipe jusqu'à ce qu'elle soit assez grande, mature. Et le but, c'est qu'à long terme, ils puissent fonctionner sans moi. C'est-à-dire que cette culture-là, je l'ai véhiculée au travers de ses collaborateurs et qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre, et du coup, il rentre dans un processus de training, d'onboarding qui fait qu'en très peu de temps, maintenant, aujourd'hui, quand j'ai des collaborateurs qui arrivent, quasiment tout est documenté, ils savent comment commencer, ils apprennent les bases, on les laisse en autonomie
et ils font les mêmes modules que j'ai fait avec les autres collaborateurs. Comme ça, je sais qu'une fois qu'il a fini ces 3 mois de onboarding, il est totalement à l'aise et il est capable justement de pouvoir aller en mission auprès des clients et de pouvoir utiliser le même jargon que les autres collaborateurs utilisent. Principalement. Okay. Et après, le reste, ce sera l'expérience, la motivation, l'amélioration continue. Côté France, c'est aussi une force de ma part, pour la simple et bonne raison que j'ai la chance de facturer auprès des clients. Et donc, il y a une partie des activités que j'ai la possibilité de sous-traiter directement au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, je forme des gars qui sont experts. Donc, eux, ils vont vraiment être experts sur la partie technique, c'est-à-dire tout ce qui est SDET, donc Software Development Engineering Test. Donc, ils ont cette capacité à créer de bout en bout toute une architecture d'automatisation et à mettre en place l'automatisation, à former peut-être les équipes qui vont accompagner et à automatiser les tests. Parce qu'aujourd'hui, dans mes différentes missions en tant que test manager, souvent, ce que j'avais comme manquement, comme déficit, c'était des candidats ou des collaborateurs qui étaient à la fois ingénieurs, donc fonctionnels et techniques. Okay. Et ça, c'était vraiment le truc qui m'a poussé aussi à créer justement des collaborateurs qui sont hyper techniques et au lieu de prendre des fonctionnels et de les former après sur le testing, je me suis dit non, je vais prendre des gars techniques qui sont à l'aise et nous, notre cœur cible de marché, ça va être la partie vraiment très poussée, très technique, très high level. Et ensuite, lorsqu'on aura des clients qu'on doit accompagner sur la partie soft, la partie un peu plus opérationnelle et fonctionnelle, et du coup, là, je les aide et je leur apporte les connaissances nécessaires pour qu'ils soient capables d'aller accompagner le client sur des sessions de training, comme si vraiment ils étaient experts du sujet. J'identifie le problème avec eux chez le client, par exemple la Banque Postale du Congo, qu'on l'a fait récemment. Donc j'ai participé à toute l'analyse du sujet avec eux et j'ai défini les réponses qu'on devait apporter au client. On a documenté ensemble tout ce qu'il fallait pour que le client puisse être accompagné. Je leur ai expliqué comment faire et ensuite je les ai laissés en autonomie. Et Yavik, aujourd'hui, il est capable de pouvoir onboarder de A à Z une équipe qui n'a pas de process QA. Donc mettre en place les outils, mettre en place la méthodologie, mettre en place la politique de test, tout ce genre de choses. Donc voilà, mon objectif, c'est vraiment, il y a un sujet, je suis à fond avec eux là-dessus, je leur donne l'expertise, j'analyse pour voir s'ils sont autonomes, et après je les laisse driver. Et une fois qu'ils auront fait ce premier chemin, c'est eux qui vont accompagner les autres. Donc à chaque fois, je fais ce travail-là. Et l'entité France permet aussi de financer aussi les activités entre les deux entités principalement, le temps que c'est un investissement à long terme en fait. C'est pas du court terme là où je vais me dire je vais vite signer des contrats sur le marché parce qu'il faut sensibiliser les gens, il faut qu'ils comprennent la problématique. Et je sais que le marché il est en train d'arriver très rapidement. Donc je dois être prêt et c'est aussi un pari, on va dire, d'une certaine façon. Donc, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques, tu analyses des choses et tu vois est-ce que le résultat il est vraiment positif par rapport à ce que tu avais anticipé. Ouais. Ok. Waouh. En tout cas, c'est bravo, hein. Bravo parce que j'imagine que c'est pas simple, mais si tu as décidé en tout cas d'y aller, c'est qu'il y a quelque chose, il y avait une flamme quelque part qui te poussait à le faire. Donc bravo parce que j'ose à peine imaginer en fait tout le travail que ça nécessite. Ouais. On décide d'aller au-delà du testing, gestion d'entreprise, fiscalité, juridique. Je crois que je suis une casquette à tout faire. Et puis au fur et à mesure qu'on avance avec les marchés, ça me permet d'embaucher et de déléguer des tâches que j'étais obligé de gérer. Mais bon, voilà. Et ça nous a amené à faire d'autres choses. Je sais pas, peut-être j'en parlerai un peu après. Mais là, on est vraiment rentré dans des sujets de développement, mais qui avaient rien à voir avec notre domaine d'expertise, mais qu'on a dû mettre en place parce qu'il n'y avait pas ces choses sur le terrain. C'est ma question ma question va venir juste après. Mais juste avant pour qu'on termine la précédente. Culturellement parlant, qu'est-ce que donc là je pose la question à tous les deux parce que vous avez été amenés à collaborer, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez noté comme différence culturelle en fait quand vous avez commencé à travailler ensemble quoi. Alors pour le coup Pierre tu travailles en France et tu as bossé au Congo, donc là-dessus Yavik c'est pas encore tout à fait le cas, mais qu'est-ce que vous avez noté comme différence? Moi je vais donner mon point de vue. Je pense que c'était le côté structurel et organisationnel que je trouve qui manquait beaucoup en République du Congo. Je pense que prendre un poste où sa mission
au-delà de ce que c'est-à-dire vraiment se dire, bon, ça c'est mon rôle, je vais monter en compétence sur ce sujet-là, je vais devenir très bon dans le sujet, et surtout je vais continuer à faire de la veille informative. Ça, Mhm. c'était quelque chose. Il faut même, on va dire même ici en France, hein, tout le monde n'est pas sur son poste en se disant que je suis vraiment bon sur le truc, j'ai envie de rester bon, et donc du coup j'ai envie de continuer à apprendre et à améliorer mes compétences, etc. Voilà, ça c'est chacun son vouloir. Mais sauf que là-bas, tu sentais quand même il y avait un écart dans le sens où ils avaient beaucoup de choses théoriques qui ont été apprises et qui ont été pratiquées, mais qui n'étaient pas en lien avec l'évolution du marché, que ce soit les technologies qu'ils utilisaient pour développer, que ce soit les approches du développement euh, ou la recherche de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient un truc et ils restaient Mhm. focalisés là-dessus. Et Ok. c'était tout. Et donc du coup, ils se reposaient pas en question, etc. Là, au travers de la collaboration avec mon équipe, il y a pas mal de choses que j'ai vues, revues, j'ai refait des choses différemment par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire avant, etc. Donc aujourd'hui, l'équipe est dans cette dynamique aujourd'hui là où on essaie toujours de voir si on peut pas faire mieux, si on peut améliorer les choses, s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc voilà. Ça, c'est ce que je trouve qu'il manquait, il manquait pas mal. Après, ce qui manquait beaucoup, c'est vraiment de l'investissement sur la formation de manière sérieuse. Ouais. C'est, c'est-à-dire que les entreprises se plaignent qu'il n'y ait pas les compétences requises, qui est le manque justement de main-d'œuvre de qualité, mais très souvent elles investissent pas du tout dans tout ça. Elles attendent d'avoir le bon profil et souvent elles vont aussi recruter des personnes par feeling, par approche, par connaissance, etc. Et ils vont pas forcément faire le travail. Donc ça, j'avais pas mal remarqué et j'ai fait en sorte que lorsque je recrute mes collaborateurs, ben justement, il n'y ait pas ces différentes barrières dans un premier temps. Lorsque je recrute, il n'y a pas ces affinités. Moi, Mhm. ce que je recrute, c'est des personnes qui sont compétentes, qui ont la capacité et la motivation. Et même si elles ne sont pas hyper compétentes parce qu'on recherche absolument sur le poste, je veux avoir quelqu'un qui a la capacité d'absorber, d'apprendre et qui a la niaque vraiment de pouvoir aller au-delà du sujet et de se dire bon, il m'a embauché, j'avais pas le niveau, je me rends compte que j'ai pas le niveau, mais il me donne les moyens et le temps de le faire et je me donne à fond et je fais le taf. C'est des profils comme ça réellement que je cherche aujourd'hui et au final, ce que je me suis rendu compte, la problématique du marché, c'est pas qu'il n'y a pas la ressource aujourd'hui, c'est difficile de trouver la bonne ressource dans le sens où même si les gens sont pas qualifiés, il faut se dire que faut qu'on trouve des gens qui sont réellement motivés. Et ça prend beaucoup de temps. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, tu vas arriver sur le terrain, en fait tu vas être déçu parce que c'est très compliqué de pouvoir trouver la bonne ressource. Voilà. Et du Mhm. coup on a créé des relais, c'est-à-dire que lorsqu'on veut recruter des personnes, du coup l'équipe sait exactement où aller poser des CV, donc on a identifié des endroits là où on peut enfin poser les profils plutôt de postes et on a identifié des écoles avec qui on travaille principalement là où on a des gens par exemple qui sortent de l'école de c'est une école de gestion hein, si je me trompe pas Yavik principalement c'est une école de gestion qui fait aussi de l'informatique et l'avantage c'est que dans cette école là c'est qu'ils ont comment dire en termes de matière grise ils ont cette aptitude dont je recherche. Même si c'est pas hyper poussé comme une école d'ingénieur, etc. Mais la base qu'ils ont là-bas me suffit réellement pour pouvoir me dire, je les mets dans un cursus pendant 3 mois à fond sur un sujet et je veux qu'ils soient experts de ce sujet. Et ça, du coup, ça fonctionne. Voilà. Ok. Donc, Ok. voilà. Je sais pas si je réponds à toutes les questions, mais Ah bah si, c'est très très clair. De ton côté, Yavik, qu'est-ce que tu as pu noter, en tout cas pour le moment, de ce que tu en sais, comme différence culturelle entre Brazzaville et Paris? Oh, comme l'a dit Pierre, hein, c'est déjà sur la qualité de l'enseignement, donc la qualité des informations ou de la formation qui n'est pas identique. Et aussi quand on côtoie beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants, même en informatique, des fois, quand j'essaie de parler avec eux, rares sont ceux qui ont vraiment la passion. Ça, c'est quelque chose qui manque aussi. Il y a Ok. des étudiants, donc il y a des étudiants, par exemple, j'ai à recevoir 2 ou 3 étudiants. Ils sont arrivés, je leur ai demandé, je leur ai dit, bon, vous faites quoi? Bon, nous sommes en 3e année en informatique. J'ai dit, ok, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai posé une question comme ça, juste uniquement pour voir un peu, pour essayer de voir le niveau, pour essayer de voir la passion, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé.
mais il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils se limitaient uniquement à... On a fait un petit truc à l'école, du HTML, bon, c'est bon, ça marche, j'ai fini mon devoir, c'est bon, je peux aller dormir. Ah oui, Donc, il ok. manque, ouais, donc, il manque de la passion. Ça, c'est quelque chose que je déplore à tout moment. Constamment, quelque chose qui me chagrine, en fait. Quand je cause avec des gens, ça me chagrine. Je dis, il manque la passion. Comme l'a dit Pierre, carrément, j'épouse sa philosophie. Je préfère avoir quelqu'un qui n'est pas à 100% compétent et qui a la volonté d'apprendre et qui est passionné par la chose. Donc là, il va apprendre plus rapidement. Ça, c'est un point qu'on retrouve très souvent des jeunes qui n'ont pas de passion, qui font de l'informatique ou qui font du développement juste parce qu'on leur a dit le développement aujourd'hui, quand tu fais du développement, tu chômes pas, tu vas trouver un travail rapidement. Ok, bon, je me lance comme ça. Hmm. Il manque de passion. Mais est-ce que c'est pas lié, parce que je me rends pas compte en fait, est-ce que c'est pas lié à la méconnaissance de ces métiers-là? Parce que enfin, si on prend un autre, n'importe quel autre secteur Ok. qui a beaucoup de visibilité, où il y a beaucoup de candidats, est-ce que, à votre avis, ça ne vient pas du fait qu'il y a une vraie méconnaissance? Parce que, quoique, on dirait ici c'est des étudiants en informatique, a priori, ils sont censés quand même connaître un minimum les secteurs et puis faire leurs recherches par eux-mêmes. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. Ou alors vous pensez que c'est uniquement l'attrait pécunier. Les gens sont là parce qu'ils savent que derrière ils auront des jobs qui seront correctement voire bien rémunérés et ça s'arrête là en comparaison avec d'autres secteurs. Moi, je crois que c'est un peu ça. Si je prends mon cas, moi, par exemple, à l'université, même les compétences de développement que j'avais, je les ai pas appris totalement à l'université. C'est-à-dire que même si à ce niveau-là, je ne maîtrisais pas encore la qualité, mais j'avais déjà un certain niveau de développement. Mais cette compétence-là, je ne les ai pas acquises seulement en étant à l'université. C'est-à-dire, en dehors de Bien sûr. l'université, il y avait des communautés. Donc, je partais. Donc, je montrais ma passion. Je partais dans les communautés. J'allais assister dans les podcasts. Je regardais les webinaires. Je suivais les grands, les experts. J'écoutais. Mhm. Ça, c'est aussi une forme de passion. Bien sûr. J'écoutais, sauf que moi, je me limitais qu'au développement. Parce que je ne voyais pas la qualité. Mais sur le développement que j'étais en train de faire, j'étais en train d'évoluer à ce niveau-là. Donc, il y a d'abord un effort personnel pour chaque personne. Donc, il y a d'abord un vouloir personnel. Et même si il y a bien sûr la structure et l'environnement, l'accessibilité de l'information, et d'abord, tout commence d'abord par par le vouloir de la personne. À Évidemment. ce niveau. Ce que je Ok. peux Moi, rajouter, c'est plus ça. Oui, oui. globalement, ouais, globalement, je pense que c'est un problème structurel qui est lié au fonctionnement et la prise de conscience de l'éducation au-delà de la partie théorique. Donc, c'est-à-dire qu'on reste beaucoup dans les bases théoriques sur les sujets, mais on se rend pas compte en fait qu'il y a un lien entre l'école et l'entreprise. En Mhm. Europe, on a aussi ces mêmes problèmes, là où on a une dissonance entre la réalité du terrain de l'entreprise et ce qu'on apprend à l'école. Il y a toujours un petit décalage, et assez souvent même, mais là-bas, il est très prononcé parce qu'il n'y a pas de vision vraiment à proprement dit. Si on doit comparer par exemple avec le Sénégal, au Sénégal, ils sont très poussés justement sur ces sujets. Euh, En Algérie, en Tunisie, au Maroc, dès le début, ils ont pris en considération que l'informatique, ça allait être quelque chose de très puissant. Là-bas, c'est très basique, et ce qui fait que ça impacte aussi bien les entreprises que le domaine public, malheureusement. Et donc, c'est vraiment des gens qui sont d'ailleurs, qui partagent ces connaissances, et aussi des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans le milieu, qui vont être passionnés et qui vont justement aller chercher ces informations et bah, créer des communautés et partager entre eux. Mais faut se dire que le Congo-Brazzaville, c'est quoi, si je ne me trompe pas, Yavik, c'est quoi, 5 millions d'habitants maximum, entre Ouais, 3 et 5 millions d'habitants, c'est la taille de Bordeaux Mm. en termes de population. Donc c'est une petite communauté, ça prend un peu plus de temps, et la partie IT, ça commence à monter en puissance, on va dire, parce qu'il y a des besoins qui sont en train de naître au fur et à mesure. Mais Mhm. voilà, les gens n'ont pas conscience, en tout cas ceux qui sont responsables, les DSI qui sont sur ces périmètres, on va dire parfois j'ai dit ils sont un peu old school, ils sont un peu dépassés par la réalité des choses,
ils vont à des conférences et pas mal de choses, mais en fait, ils comprennent pas vraiment. Parce que s'ils Ouais. comprenaient, pour moi, ils se diraient, faut qu'on mette en place une politique pour pouvoir former les gars, pour pouvoir faire des choses, parce que ça, c'est pas non plus hyper coûteux au final. Mais parce que c'est plus coûteux pour eux d'externaliser et d'exporter leurs besoins, que ce soit développé dans d'autres pays qui coûtent très cher, surtout qu'ils n'ont pas la maîtrise. Et souvent, les clients ils me disaient, ah, le problème c'est que c'est développé là-bas. Quand ils nous livrent, le souci c'est qu'il y a des problématiques et ça prend beaucoup de temps à fixer. Et donc on ne sait pas comment ils testent. Mhm. Et même comment ils développent, ça correspond pas à ce qu'on attend. Donc ils nous livrent comme ça, après on doit se débrouiller, etc. Et je leur dis, mais si vous avez internalisé des compétences et du savoir-faire, au moins du point de vue local, pas forcément dans l'entreprise, bah, vous aurez la capacité d'avoir vraiment sur le marché local une force de frappe qui pourrait vous accompagner sur ces sujets. Voilà. Et s'il y a besoin d'avoir une compétence supplémentaire, bah, vous les envoyez dans ces pays là où il y a ces connaissances. Ils se sont formés pendant 6 mois, un an, ils reviennent et ils font le travail nécessaire et ils forment d'autres collaborateurs, ainsi de suite. Mm, 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 Ce que mm. la Chine a fait. En Asie, l'Indonésie, je vois par exemple, je suis allé souvent là-bas. Et là-bas, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils sont allés exporter leurs étudiants. Ils sont revenus avec des connaissances et ils ont formé d'autres personnes. Et ça a fait un gros hub technologique Ouais. au final. C'est ce que je rêve côté Afrique subsaharienne. C'est pour ça que je me suis dit, je prends ce pari. Mais voilà, ça doit aussi venir des gouvernements et des grandes entreprises. On va dire principalement des grands acteurs économiques. Parce que les gouvernements, ils font que suivre et légiférer. Mais vraiment, ceux qui font la différence, ce sont les grandes entités. C'est là qu'elles doivent investir. En France, c'est pareil, hein. Ce sont les entreprises qui développent et qui définissent le futur. Et ensuite, les entités publiques viennent pour pouvoir cadrer tout ça là et mettre en place. Mais c'est pas le contraire. Tout à fait. Donc oui, enfin, faut une volonté politique et une volonté économique C'est ça. pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, en parlant de ça, on va revenir un petit peu sur ce que tu avais commencé à. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu t'es rendu compte, pardon, euh, comment tu t'es rendu compte de tout ce qu'il manquait comme compétences qui n'allait pas et à quel moment tu t'es dit ok, mais en fait je peux pas juste me cantonner à la qualité. C'est juste pas possible, il faut que je pivote complètement. Je repense tout mon truc dans justement cette volonté d'éducation quelque part. C'est pas mal de choses qui étaient trop opaques et je me suis dit je comprends pas en Mhm. fait l'écosystème du pays et surtout il y a personne qui nous informe. Je dis ici j'ai créé mon entreprise en France, j'ai tout fait à distance et j'ai mon comptable qui m'accompagne, qui me dit tout ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est très simple pour moi, c'est comme nager. Et là, de l'autre côté, je me suis dit il y a pas ça. Il n'y a pas cet écosystème, je suis pas capable de suivre mon activité à distance du point de vue administratif, fiscal, comptabilité, etc. Je leur ai dit de me mettre en place un outil. Ils ont essayé de mettre en place des outils francophones parce que bah, du coup, pour revenir au point de vue culturel, bah, à chaque fois qu'ils recherchent quelque chose, ils vont d'abord aller voir ce qui se passe en France. Donc il y a toujours Ok. ce lien. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont dans la similitude de ce qu'on fait en France. Donc ce qui fait aussi que je suis pas trop perdu. Lorsque je fais quelque chose, je sais que ah c'est fait en France, c'est fait comme ça. Donc j'essaie d'aller me renseigner vers la bonne personne pour m'assurer que localement c'est aussi possible, etc. Donc ça me met à l'aise. Si c'était dans un autre pays, là ça serait vraiment, je serais complètement perdu. Mais là côté Congo, ça va. Donc il y a vraiment une proximité. Euh, et donc il n'y avait pas de solution aujourd'hui sur le terrain. Et je leur dis, mais du Mhm. coup, vous développez au moins des solutions locales, vous faites des choses. Ils m'ont dit, ouais, non, c'est pas vraiment très poussé. Niveau développement, c'est pas très quali, il y a que des problèmes. Et après, j'ai aussi de la famille là-bas qui travaille dans les ministères et dans pas mal de choses. Ils me Ouais. disaient que, par exemple, à la Banque centrale des États d'Afrique centrale, il me disait que ouais, on a des logiciels, on a plein de problématiques. Toi, tu es dans l'informatique, peut-être que tu pourras un jour venir nous aider parce que c'est développé, je sais pas où en Tunisie. On a pas mal de bugs, c'est super lent. Voilà, il y a pas mal de problématiques, on comprend pas, ça met beaucoup de temps à être réglé, etc. Donc ils m'ont sorti plein de problématiques. Et après ils m'ont dit Ok. ouais, on a aussi des soucis parce que on voudrait numériser certaines choses, mais le problème c'est que bah, c'est assez coûteux, c'est assez compliqué et les devis qui sont faits ils sont très élevés, donc on comprend pas ce qu'ils nous racontent. Donc du coup, on n'avance pas sur ces sujets-là. Donc c'est pas mal de petites informations comme ça que j'ai un peu eu au travers des différents acteurs, des proches de la famille ou des gens qui sont dans des domaines spécifiques, que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un besoin. Et on s'est dit, bon, nous, on a besoin de cet outil, ERP, pour pouvoir gérer une activité. On va Mhm. le faire pour nous, mais on va essayer de le réfléchir global, c'est-à-dire de pouvoir répondre à une problématique locale. Donc là, c'était le challenge qu'on s'est lancé exactement il y a un an, en juin dernier. On s'est dit,
on vient de finir pendant 1 an, je les avais fait monter en compétence sur le testing. C'était focus testing, testing, testing. Et là, on se dit, mince, il y a un souci. Bon, les gars, ils savent développer. J'ai dit, est-ce qu'on va externaliser? Donc, on a essayé de présenter à des Indiens, à pas mal de gens, pour qu'ils puissent développer notre besoin. Ils nous proposaient des budgets énormes. C'est que moi, je comprends réellement le sujet. Et on s'est dit avec les gars, bon, on a des développeurs, on a des testeurs, et on a un mec qui est moins technique dans l'équipe. Et du coup, il pourrait être un peu genre le PO, le designer. Donc, pendant 2 mois, on l'a formé sur Figma pour pouvoir faire la spécification, designer et prototyper. Et ensuite, après, j'avais mes contacts en Indonésie que j'avais rencontrés dans l'IT et je leur demandais de nous aider sur le sujet. Donc, ils sont passés un peu de temps avec nous. Et une fois qu'on a spécifié tout le produit, on a commencé à aller rencontrer des experts comptables, des contrôleurs, des notaires et tout. Enfin, vraiment, on a fait la spécification du besoin de bout en bout. Donc, c'est-à-dire, je suis passé du testeur qui récupère les spécifications du besoin, qui les analyse et qui va faire la couverture de test, à quelqu'un qui va définir les spécifications et essayer de pouvoir l'aligner par rapport, d'une part, aux besoins des clients finaux, donc c'est-à-dire déjà nous, dans un premier temps, et aussi les personnes qui seraient comme nous, mais au-delà, des experts comptables et d'autres trucs. Donc on a commencé à se dire, bon, dans un ERP, il y a quoi? On a fait des benchmarks. On est vraiment allé au-delà de notre expertise. Et une fois qu'on a magasiné toutes ces informations, on a fait le prototypage et qu'on a été déçus des devis qui nous ont été faits. On a dit, on va tenter. Donc au début, c'était un peu casse-tête parce que franchement, je rentrais dans tout ce qui était DevOps, tout ce qui était développement, les bonnes pratiques de développement, etc. Parce que eux, ils avaient leur expérience côté Brazzaville, mais moi j'étais pas satisfait et moi je suis très exigeant sur la qualité et je leur dis les gars ça me va pas, c'est pas bon. Donc j'étais moi-même obligé d'aller rentrer dans le rôle d'un développeur pour comprendre les choses et voir ce qui allait pas. Donc refactoriser, faire les choses de manière intelligente, etc. Et donc du coup même faire du DevOps, travailler avec du Docker, tout ça ils connaissaient pas. Enfin tu peux rebondir Yavik dessus après. Mais toutes ces technos, tout ce qui est delivery continu, test en continu, etc., les chaînes CI/CD, tout ce genre de choses automatisées, c'était des choses que je voyais de loin, parce que je collaborais avec toutes ces parties prenantes. Mais jamais j'étais là acteur du sujet. Et ben ça, là, j'étais obligé de rentrer dedans. Pas le choix. Choisir le provider. Ce que j'ai aimé, vraiment, c'était cette partie-là. Là, je devais choisir le provider sur lequel on allait hoster tout notre écosystème. Il y avait AWS, et on dit, oh, mais on a pris un abonnement d'essai qui donne tout le temps et on s'est rendu compte que les factures, bon là on avait un budget qui nous donnait et on voyait que les factures descendaient vite. On s'est dit en termes de business model c'est pas possible, ça va nous coûter trop cher et le marché qu'on cible va pas avoir le pouvoir d'achat pour payer des abonnements aussi énormes. Donc notre objectif c'est d'être moindre par rapport au marché, d'être compétitif, mais tout en en proposant une solution qui est high level. Et on a cherché, on est tombé sur une société suisse qui s'appelle Infomaniac et qui permet d'héberger comme AWS, mais sauf que là, à la différence d'AWS, c'est qu'AWS te fait tout. Donc c'est-à-dire que tu as plein de modules, tu as plein de choses. Sauf que là, nous, on n'est pas des ingénieurs système, on n'est pas des ingénieurs réseau, etc. Et ben, on a dû rentrer dedans. On s'est dit, c'est pas cher, mais sauf qu'il faut mettre la main. Et donc on a mis la main, on a appris tous ensemble. Et aujourd'hui, au-delà de la QA, je fais du DevOps, je gère du réseau, je fais des choses que je ne connaissais pas. Et sachant que mon background, à la base, c'est pas l'IT. Donc, c'est la finance. Et ça, on l'a fait tous ensemble. Et c'est ça que j'aime bien et c'est ça qui me motive encore plus, c'est qu'on avance ensemble. Et là, ça fait 3 ans que l'équipe, elle est là, les mêmes têtes, des gars qui sont motivés. Et donc, du coup, on a créé cet écosystème, le RP qui est en train d'arriver. Donc là, on a déployé le front aujourd'hui. Et notre objectif, c'est que d'ici septembre-octobre, qu'on déploie totalement la solution et qu'on commence à le marchander sur le marché. Donc, c'est-à-dire qu'on était simple testeur. Aujourd'hui, on a développé un produit pour le marché. Et tout le monde qui a vu aujourd'hui le produit, même des grands comptes, ils nous ont dit oui, on veut votre outil, ça répond à notre problématique qu'on a depuis longtemps. Les outils du marché ne sont pas normés par rapport à la norme OHADA. La norme OHADA, c'est la norme comptable, les standards qu'on doit suivre pour la comptabilité qu'on est en train d'utiliser. Et là, c'est mes compétences de finance qui reviennent là où je suis capable de comprendre ce jargon. Et donc du coup, de pouvoir discuter avec des clients et intégrer cet écosystème à la fois fonctionnel, mais aussi technique et robuste derrière. Donc voilà, donc c'est ça que la société elle a changé pour se dire, il y a des besoins locaux à développer, donc on va pas faire que du testing, nous on va faire du développement mais orienté qualité. Donc c'est-à-dire que Yavi qui va pouvoir le dire, je laisse rien passer.
Donc, c'est-à-dire que la qualité, pour moi, c'est la priorité. Et les bonnes approches, les bons standards, les normes, etc., pour moi, c'est très important. Ok. Voilà. Donc, on espère que ce produit marchera sur le marché, en tout cas, fonctionnera sur le marché. Mais en tout cas, il répond déjà à notre problématique à nous, là où je vais pouvoir piloter une activité de A à Z. Et surtout, on a mis des fonctionnalités que les concurrents aujourd'hui n'ont pas, parce que on est allé les voir, on a benchmarké, on a vu des choses, et on a vu des choses qui nous manquaient à nous en tant que futurs clients nous-mêmes. Et on s'est dit, bah, on va le faire. Et on a une main-d'œuvre aujourd'hui qui nous permet de le faire, qui est compétente. Et moi, justement, je capitalise aussi sur cette connaissance, parce que du coup, je me dis que ils vont être bons sur la partie dev, et donc je vais pouvoir aussi les placer en consulting sur du développement auprès des clients. Et donc ça, c'était une autre approche qui n'était pas prévue dans mon business model à la base. C'était vraiment que le testing et l'automatisation de tests. Et bah, sauf que là, maintenant, on va faire aussi du développement. Ok. Ok. Bah, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu le propre de l'entrepreneuriat de pivoter, dès qu'il y a une problématique qui se présente, faut que tu trouves une solution. Donc, t'es complètement dans cet esprit-là. Je sais plus ce que je voulais dire. T'as dit quelque chose, je voulais rebondir dessus et puis ça m'a échappé. Ah, tu disais bon, en termes de réponse justement au marché, vous avez fait en sorte de construire une solution à un problème donné sur un marché spécifique et dans tous les cas, ça a répondu à votre besoin à vous. Mais enfin, si ça a répondu à votre besoin à vous, il n'y a pas de raison en fait que vous soyez les seuls. D'autant plus que si tu me dis que tu as des personnes qui travaillent au sein des administrations, du gouvernement, peu importe, qui te disent que voilà ce qu'on a comme problématique, on n'arrive pas à avancer dessus et que t'arrives à solutionner ça, c'est énorme si tu veux derrière tout ce que t'as comme boulevard derrière. Surtout que là, vous êtes les seuls de ce que je comprends à faire tout ça. Mais c'est... Alors, je sais pas s'il y a des investisseurs qui écoutent Calisti. En tout cas, s'il y en a... Bah, on a déjà un investisseur qui nous a rejoint pour info. Un Américain. Bah voilà. Il a flair... Attention, faut les écouter, les Américains, parce que ils ont le flair, en tout cas, en ce qui concerne le développement des entreprises. Ok. En fait, il y a un potentiel. La manière dont j'ai créé la marque Ayokai, l'objectif, c'est pas d'être que au Congo, en France, etc. Mais vraiment, c'est de pouvoir avoir un œuf qui peut éclore partout et qui va suivre le même trend. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule marque. Ensuite, il y aura des compétences et un système que j'ai fait à Brazzaville que je vais répliquer ailleurs, dans d'autres pays. Et notre objectif, c'est vraiment que à partir du moment que je sens que, comment dire, le trend de rentabilité et justement de potentiel, il commence à fonctionner. Mon objectif, c'est pas de rester sur mes acquis, sur le domaine là où je suis, c'est de prendre justement un pourcentage et d'aller investir ailleurs dans les marchés cibles. Là, j'ai fait au Congo parce que si j'avais analysé du point de vue investisseur, c'est-à-dire que j'aurais regardé le PIB, j'aurais regardé les capacités du pays, etc. Ça aurait pas été le Congo que j'aurais choisi, ça aurait été peut-être l'un des derniers globalement. Mais je l'ai fait parce que du coup j'avais la famille, j'avais des liens et je pouvais me permettre de prendre des risques, sachant que je sais que je pouvais compter sur des personnes du point de vue local pour pouvoir m'aiguiller et m'aider. Chose que j'aurais pas fait forcément dans un pays que je ne connais pas, là où je connais personne. Sauf que maintenant j'ai du recul et je sais que du coup j'aurai cette capacité de pouvoir aller vers des pays qui ont un niveau de PIB et de pénétration internet très élevé, et je sais que ça prendra parce que je suis allé faire un test au Sénégal. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit ouais, ce serait intéressant que tu crées ton entité là, on aimerait faire un partenariat avec toi, on aimerait avancer là-dessus. En Côte d'Ivoire pareil, j'ai un ami aussi en France qui voulait faire la même chose avec moi pour que je l'accompagne sur cette entité. C'est-à-dire que j'ai créé la vision de l'entreprise, la structure, et en fait cette image aujourd'hui, ça fait que des acteurs locaux qui sont déjà avancés, en tout cas plus avancés que Congo-Brazzaville, dans d'autres pays qui sont plus développés, auront justement cette envie de travailler avec nous, parce qu'ils voient quelque chose de structuré, de marketé, voilà, toute une identité visuelle qui a déjà été faite, et ensuite des collaborateurs aujourd'hui qui font du bon travail. Et l'objectif, c'est de capitaliser justement sur ces connaissances et tout ce qu'ils auront fait comme travail pour réussir à le vendre ailleurs, le mettre en place, et s'appuyer sur des acteurs locaux qui maîtrisent mieux le terrain et qui auront la capacité de pouvoir nous positionner auprès des grands comptes, etc. C'est tout un travail, mais ma vision à moyen et long terme, c'est exactement avoir vraiment ce standard et l'implémenter au niveau des différentes entités et pays subsahariens.
Ok, ok, ok. Ouais, oui, oui. Et pas que, du coup, parce que Afrique, Asie, Amérique du Sud, enfin, tous les pays qu'on Ouais, dit en voie de développement, entre guillemets, enfin, un t'as potentiel. tout ça, quoi. Ok. Ouais. Ayokai, ça veut dire quoi? Alors, Ayokai, ça vient du mot. En fait, c'est deux mots différents. Donc, il y a Ayo et il y a Kai qui vient de Kaizen. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de transformations. Et donc, du coup, Kaizen, ça revenait assez souvent. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre le Kaizen, mais je vais trouver un truc original. Ensuite, Ayo, ça vient principalement du Yoruba au Nigeria. Ça veut dire la joie, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, je voulais deux mots qui allaient ensemble et qui voulait rendre la transformation positive. Et donc j'ai cherché du Swahili et pas mal de choses. Et je suis tombé sur Ayo. Et je dis, bah Ayo c'est pas mal parce que j'ai souvent l'habitude d'écouter une musique qui est assez... Enfin à cette époque-là j'écoutais une musique qui était intéressante. Justement il y avait le mot Ayo à l'intérieur. Et derrière je me dis, mais qu'est-ce que je peux associer avec Kai de Kaizen, mais qui voudrait dire transformation positive, joie, etc. Et du coup, je vais chercher dans le translateur dictionnaire de Ayo et je vois que ça veut dire joie. Et je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai trouvé le mot. Au début, j'avais voulu faire, je crois, Ayoka, mais il Mhm. existait déjà en termes de nom utilisé chez Alimpi. Et du coup, je voulais vraiment un nom qui soit original, qui soit quasiment pas enregistré ailleurs. Bon, il y a juste en Asie, ils utilisent le mot, je crois que au Japon, ils utilisent Ayokai. C'est dans un manga, c'est un monstre ou quelque chose comme ça. Mais globalement, côté Europe et Afrique, c'était pas du tout utilisé. Et je me dis, ça sonne bien, Ayokai, Ayokai, Ayokai. Je dis, qu'est-ce que je vais utiliser? Bah, du coup, je suis parti sur Ayokai en mode Kaizen. Voilà. Ok, d'accord. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'aime bien. Merci. Ok, d'accord. Pour quelqu'un aujourd'hui qui aurait envie, qui aurait la passion, qui aurait la curiosité, donc là pour le coup, je posais la question à Yavik en premier. T'as pas beaucoup entendu sur ces quelques minutes. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait, donc mis à part la curiosité, mais pour quelqu'un qui aspire à devenir QA aujourd'hui, comment il devrait s'y prendre et comment il devrait se former, en sachant que, vous m'avez dit précédemment, les formateurs ne sont pas vraiment au fait, qu'il y en a pas tant que ça, qu'il n'y a pas de formation universitaire autour de la qualité ou autre. Comment aujourd'hui quelqu'un qui aspire à devenir QA devrait s'y prendre en vivant au Congo? Bien sûr, bien sûr. L'un des parcours que moi je peux donner comme exemple, c'est le parcours que moi j'ai eu à faire. Ça c'est un parcours que je vais dire prêcher entre guillemets aux autres. Parce que ça a marché chez moi. Si ça marchait chez moi, c'est que ça peut marcher chez les autres à ce niveau-là. Donc déjà, je vais conseiller qu'il puisse avoir déjà euh, un esprit assez vif, une capacité à s'adapter au changement, c'est facilement, la capacité aussi à appréhender certains aspects. Ça aussi, c'est important. La qualité, la QA uniquement dans sa partie théorique, elle est assez vaste, c'est très vaste. Les tests unitaires, on peut les décomposer, les tests end-to-end, on pourra les décomposer. Donc, il y a pas mal de concepts à apprendre. Et ces concepts-là, on ne peut pas les assimiler si on n'a pas la passion. Donc là, je reviens encore sur la passion. Dire que pour les jeunes aujourd'hui, ou pour les administrations, pour les entreprises, s'ils veulent monter en compétence sur la qualité, bien, ils doivent être passionnés. Ils doivent aimer ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est déjà un parcours. Et pour moi, c'est la base d'abord. Aimer la qualité, commencer à se documenter. Donc, sur cette partie théorique, il y a USTQB qui est à ce niveau-là. Les plateformes, il y a Guru, il y a Open Classroom aussi qui a ce genre de formation assez gratuite. Test Automation University qui est aussi à ce niveau-là. Donc, ils peuvent déjà appréhender ces concepts-là de manière théorique pour avoir le vocabulaire. Et une fois que ça sera bon, ça sera à eux de voir s'ils veulent devenir des testeurs manuels, s'ils veulent faire de l'automatisation, ça sera leur choix.
mais au moins, ils auront déjà assimilé les grandes bases de la QA. Ça, c'est un point. Après, avec la QA, comme l'a dit Pierre il n'y a pas très longtemps, là, lorsqu'il parlait de notre plateforme, donc l'ERP, c'est que pour nous, les devs, quand on était en train de développer sur une fonctionnalité, et quand Pierre arrive, il dit, bon, ça ne respecte pas la qualité. Ah, ça, c'est pas bon, il faut changer. Donc ça, c'est cette aptitude-là de comprendre. Nous, très souvent, on se dit, bon non, mais j'ai fait, ça marche, et pourtant, ça marche. Mais on ne voit pas, on ne voit pas la vision d'un QA. En fait, un QA, quand il arrive, il ne va pas seulement voir que ça marche, mais il va essayer de voir la vulnérabilité, il va essayer de voir est-ce que c'est robuste, la maintenabilité, est-ce que c'est évolutif. À ce niveau-là, ça, le dev, des fois, il n'en a pas. Il ne voit pas ça. Donc, ça sont des notions que aussi le QA doit forcément avoir à ce niveau. Et l'un des plus grands problèmes, s'il faut le dire, en Afrique surtout, on va dire au Congo, aujourd'hui on parle de numérisation, de dématérialisation. Objectif 2024, on est déjà en 2024. Objectif 2024, on nous met sur la numérisation, c'est bon, etc. Mais si on ne met pas les moyens en place pour arriver à ce niveau-là, si on ne crée pas les conditions, si on ne met pas, par exemple, la politique au service du numérique à ce niveau, on ne pourra pas avancer. C'est-à-dire, on va juste rester dans la phase théorique où il faut dire, nous sommes dans ce monde, cet écosystème, on va créer des data centers, on va faire ceci, on a des universités, on a ceci, mais dans le concret, il n'y a rien. Mm-mm. Donc, essayons de changer les choses, essayons d'avoir des gens assez passionnés, des gens qui vont comprendre la dimension de la QA, l'importance même de la QA. Ils vont comprendre c'est quoi la QA, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, pourquoi est-ce qu'il faut intégrer la QA dans les processus de fabrication ou de développement logiciel. Pour quelles raisons il faut le faire. C'est toute une philosophie derrière pour essayer de le comprendre. Une fois que les gens ont compris l'importance de la QA, alors là, ils pourront, en grande partie, on pourra maintenant espérer à une véritable numérisation de l'administration. Donc nous, on est assez fiers parce qu'on apporte un logiciel qui est à la fois qui est développé de manière locale, mais qui a aussi cette couche de QA. C'est-à-dire on n'a pas développé juste pour qu'il puisse reprendre à certaines problématiques, mais on a essayé de voir tout ce qui était test de performance, de sécurité. Donc on a essayé de créer un écosystème assez sécure tout autour de notre ERP. Ça, c'est une valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc là, on est sûr. Il y a aussi un principe qu'il faut savoir, c'est que la QA, donc tout ce qui est qualité logicielle, qualité assurance, va garantir en fait la fiabilité des outils qu'on utilise. Sur notre ERP, on a eu à utiliser des tests unitaires, tests de performance, du pen test. On est sûr et certain que lorsqu'on va livrer notre produit, notre ERP, on est sûr qu'il est assez robuste et qu'il peut aussi évoluer. C'est cette partie QA. Donc moi, je me plaise très souvent pour l'Afrique et pour notre pays où on veut parler de numérisation, mais on ne met pas les moyens pour atteindre réellement cette numérisation-là. Conférences, beaucoup de grands événements sur la data, sur l'intelligence artificielle. Au début, j'allais même à ces réunions, mais je me suis rendu compte que c'était du blabla. Parce qu'en fait, en Europe, on va parler de l'intelligence artificielle. Partout en Afrique, ils vont commencer à faire des conférences sur l'intelligence artificielle, alors que la base de l'intelligence artificielle, c'est la data. Ils sont même pas au niveau de la data. On n'a même pas de gouvernance de data, on n'a même pas de data souverain, etc. Et on veut s'attaquer à l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est des conférences là où les gens viennent, ils vont payer, ils vont participer, et pchit, juste ça. Et je leur dis à mes gars, ne m'envoyez plus d'invitation pour ce genre de choses. Je sais très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais sur YouTube, je regarde l'information, j'ai ce qu'il faut. Et si vraiment j'ai besoin d'aller dans la conférence, c'est parce que j'ai une valeur ajoutée à récupérer là-bas, ou vraiment quelque chose qui va être assez importante pour l'entreprise. Mais j'ai participé à plusieurs conférences en allant sur place, et c'était que de la perte de temps.
C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont là, qui vont vendre des logiciels, des acteurs qui vont vendre de l'expertise, mais en fait, ils n'ont pas vraiment d'expertise. Et quand je vais discuter avec eux, bah, ils vont voir un monsieur qui va arriver avec son costume, qui peut-être ne connaît pas les choses, donc je vais les écouter. Et après, très rapidement, je vais leur répondre. Et je vais rebondir, je vais les challenger. Et je me rends compte que, en fait, pst, c'est juste que du vent. Et tout va être fait au Maghreb, tout va être fait ailleurs. Et localement, en fait, on n'a pas les compétences. Et je leur dis, mais au final, vous n'avez pas apporté grand-chose. C'est juste que vous connaissez telle personne qui vous a donné le marché. Mais au terme d'avantages compétitifs, nous, on est bien positionnés. Donc, c'est là que je me suis dit, ça sert à rien d'aller là-bas. Je vais aller là où il y a des acteurs et des potentiels clients que je peux déceler à ce moment-là. Mais sinon, pour pouvoir juste aller dans un stand, dépenser de l'argent dans un stand, là où il n'y a pas vraiment de gain de marché, parce que beaucoup, ça se passe plutôt de connaissances, et non une personne qui va arriver à nos stands et qui va dire oh j'ai vu que vous faisiez ça, vous avez telle expertise, du coup j'ai besoin de ça. C'est très rare que ce soit comme ça en Afrique, en tout cas au Congo-Brazzaville. C'est plutôt on va voir les entreprises et on doit nous-mêmes être capable d'identifier qu'un client il va avoir un besoin. Et donc du coup ça nécessite d'avoir une réflexion différente, de faire du marketing mais à l'ancienne. C'est-à-dire envoyer des courriers, aller poser des lettres de demande de rendez-vous, discuter avec le DSI, essayer d'obtenir le maximum d'informations du DSI pour trouver la faille là où ils ont un besoin et se positionner dessus, gagner la confiance, avoir le premier marché et ensuite, une fois que c'est bien fait, ben, le client va pouvoir nous recontacter ensuite pour d'autres besoins, d'autres projets, etc. Donc c'est plutôt cette approche aujourd'hui que j'ai adoptée parce que on peut pas avoir la même approche qu'en Europe, là où on va utiliser du LinkedIn Sales ou des outils numériques pour pouvoir faire les campagnes. Là-bas, c'est vraiment différemment. Les gens vont pas signer parce que tu as fait des campagnes marketing, etc. sur Internet, mais parce que tu les as rencontrés en live et tu as discuté avec eux. Et donc les grands comptes avec qui on discute aujourd'hui, bah, c'est parce qu'on allait à certaines conférences, là où on savait que ces comptes étaient là. Et on a réussi à travailler, à avoir la main avec le directeur, le grand responsable, etc. Et du coup, on leur présente notre outil, ils disent ah mais c'est intéressant, mais je savais pas qu'on faisait ça au Congo. Nous, ça nous intéresse. On aurait justement besoin d'aide sur le sujet. Je savais pas, donc du coup, donnez-moi vos contacts, on va vous mettre en relation avec. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Voilà, malheureusement. Il faut beaucoup de temps, d'énergie. Même moi, j'ai dû m'adapter parce qu'on revient sur la partie culturelle. J'ai dû m'adapter à cette approche. Là où je me disais, je vais aller très vite, c'est du quick win. Sauf que là, bah non. Je dois prendre le temps de sympathiser avec les gens, de discuter avec les gens, pour pouvoir réussir à décrocher quelque chose et à identifier leurs besoins. Parce que des besoins, ils en ont à foison. Mais c'est juste que ils vont exporter ce besoin ailleurs. C'est-à-dire cette problématique va être réglée par quelqu'un d'autre. Et on aimerait justement bah, que du coup, ça soit réglé avec nous maintenant. Donc principalement, on se bat pour ça. Vous savez, ça me fait penser à parce que effectivement, en termes de structure, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de manière comme ça. Enfin, tu lances une campagne en ligne et puis tu vois derrière qui ça accroche et ce que tu arrives à faire derrière comme vente. Mais en définitive, je me faisais la réflexion il y a pas très longtemps après avoir écouté un podcast que au final, les vraies affaires, si on parle de ça, se font dans des endroits informels. Tu vois, un repas, donc par les gens qui sont décideurs, donc à des niveaux qui sont très très loin au-dessus de moi. Mais les vraies décisions dans toutes les entreprises, en tout cas la culture elle est comme ça en France, mais j'imagine que dans d'autres pays aussi, c'est dans les salons, dans les country clubs, dans les je ne sais pas quoi clubs. Les gens se font comme ça de manière complètement informelle. Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, surtout toi Pierre, c'est que t'es obligé de prendre d'avoir une stratégie différente pour pouvoir acquérir des clients derrière qui vont dire ok, on est effectivement intéressé par ce que tu fais parce que on a un besoin chez nous, mais tu peux pas le faire de manière aussi ok, je te cible en ligne et puis je t'envoie le truc. Bah il y a quand même énormément de similitudes. C'est juste que voilà, on est peut-être sur des niveaux qui sont différents parce que pour le coup, se fait comme ça, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, tout se fait comme ça au Congo et puis plus largement en Afrique. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent aussi comme ça. Mais il y a quand même pas mal de similarités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. Voilà. Enfin, ça me faisait penser à ça. Ok.
Alors, on s'éloigne un peu de la question parce que rappelez-vous que la question que j'avais posée, c'était comment quelqu'un qui aspire à devenir testeur devrait s'y prendre. Donc, de ce que j'ai noté, donc forcément, quelqu'un qui va être là, je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui est à Brazzaville, qui se dit, ok, les métiers du test, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. Ok, il s'intéresse, il est curieux, il prend des initiatives pour se renseigner, pour savoir ce qu'il est possible d'acquérir, et surtout, si je reprends ton exemple, Yavik, quelqu'un qui serait plutôt orienté technique, développement, parce que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus accessible en termes de formation, il s'oriente là-dedans, et puis ensuite, par la suite, il creuse sur les notions de qualité, et puis bah évidemment, il continue à se mettre à jour avec ce qui se fait en termes de normes, il passe les STQB, etc. Voilà, donc ce serait plutôt ça la stratégie à adopter. Yavik? Ouais, en gros, en gros. Mais je tiens à rappeler que ici, on s'adresse pas seulement aux étudiants en informatique, parce que la qualité, elle est assez vaste. Donc, Bien sûr. voilà, elle est assez vaste. Donc, tout étudiant, toute personne qui a cette volonté-là d'apprendre les concepts de la qualité, il peut bien sûr se lancer. Ok, très clair. Très très clair. Pierre, c'est aussi ton avis ou t'as une idée un petit peu différente? Ouais, en termes d'approche, oui, comme je disais un peu plus tôt, j'ai besoin de quelqu'un qui a un mindset qui soit prêt à apprendre. C'est ça le plus important, parce que je me mets toujours en parallèle par rapport à mon parcours, là où je connaissais rien de l'IT, et des gens qui ont fait des études d'ingénieur jusqu'au master, et moi qui ai fait des études de finance jusqu'au master quasiment, et en finalisant sur la gestion de projet, je me suis dit, il y a quand même un gap qui était important entre les deux, mais finalement, j'ai réussi à me réaligner par rapport aux gens en très peu de temps et à comprendre le jargon, mais parce que j'ai eu envie d'apprendre. Et moi, j'ai juste envie d'avoir des gens qui sont comme moi en face, qui ont cette envie d'apprendre et à qui je vais leur donner leur chance, comme on m'a donné ma chance la première fois. Donc c'est plutôt cette image que je continue à véhiculer de cette expérience et que je me dis, bah, je veux un gars qui ait capacité d'apprendre, qui a envie d'apprendre, parce que tu peux avoir la capacité, mais il faut que tu aies envie de sortir de ta zone de confort et te dire, bah, je sais pas, j'ai fait une étude, je sais pas, en médecine, mais j'ai vraiment envie d'aller sur l'IT ou sur quelque chose. Je montre pendant l'entretien que j'ai cette volonté, je me donne les moyens, etc. Je passe les tests et tout roule. Et donc du coup, je continue à garder ce rythme tout le long de la collaboration avec l'entreprise, notamment sur les périodes là où on est en train d'observer le potentiel du profil pour voir vraiment s'il est adéquat avec notre besoin. S'il est en adéquation, bah du coup, je dis bah c'est bon, on donne le max, on le laisse à fond se former et voilà. Donc c'est vraiment des gens comme ça qui ont une bonne tête et l'envie. Donc ça, c'est pas, ça court pas toutes les rues à cause du système, comment il est fait. Le système, il démotive les jeunes en termes de formation, parce que du coup, tu vas être formé, tu vas sortir, tu vas pas trouver un job. Voilà, on a la même réalité en Europe, mais c'est moins flagrant en Europe, on va dire, parce que tu as quand même la possibilité de pouvoir bifurquer sur quelque chose souvent d'intéressant, sauf si c'est des domaines vraiment très spécifiques. Mais là-bas, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de gens qui vont faire l'école, mais qui au final vont se remettre dans la politique ou ce genre de choses parce que c'est là où ça embauche, ou alors militaire. Euh, donc voilà, c'est ces domaines dans lesquels ça embauche assez facilement, ou peut-être pasteur même. Voilà. Mais voilà, donc mon espérance est de pouvoir être entouré de ces jeunes qui sont motivés. Parce que la vision de l'entreprise, elle est construite par rapport à ma vision, mais elle est faite par eux. Donc si eux, ils ont la capacité et cette envie de le faire, et je m'entoure de toutes ces personnes-là, bah dans quelques années, ils n'auront pas besoin que je sois là, je serai au board, je vais regarder la stratégie globale, mais je sais quand dans l'entité, il y a des gens qui sont en train de piloter les choses, et on commence à Brazzaville, on va à Pointe-Noire, et ensuite après peut-être on sort du pays, et on va dans d'autres pays, etc. pour pouvoir insuffler ça. Donc c'est vraiment que je me dis pas que mon entreprise, elle va rester juste une petite start-up qui va rester au coin de Brazzaville. Non, pour moi, ça va aller. Je vais vraiment le rendre global. Voilà. Ok. Bon, on souhaite qu'Ayokai devienne une multinationale comme ça, aussi grande qu'Apple. Ah, ça, c'est bien rêvé.
Ah, écoute, Euh, on m'a dit il faut manifester, alors je manifeste. Je manifeste beaucoup de choses. ah bah merci beaucoup, hein. En tout cas, on se bat, en tout cas pour devenir vraiment quelque chose, une entité reconnue, et là où bah, les gens vont venir nous chercher de manière naturelle, parce qu'ils auront entendu parler de nous, et de tous les bienfaits qu'on aura fait pour nos clients, et les apports. En tout cas, le produit là qu'on est en train de sortir, pour nous, c'est un produit de vache à lait, mais qui permet justement de montrer l'expertise de Mega. Parce que tu auras beaucoup d'entités en Europe qui vont avoir du mal, par exemple, à sous-traiter en Afrique subsaharienne, pour la simple et bonne raison, ils vont dire ils n'ont pas le niveau. Mhm. Et je me suis dit, ça va être difficile pour moi de me mettre sur le créneau du développement si je montre pas quelque chose. Oui. C'est-à-dire, il faut déjà trouver soit le client qui nous fait confiance et qu'on pourra justement mettre en avant par la suite, ou soit on va créer un produit qui va faire sa différence et qui va montrer justement l'expertise de nos collaborateurs. Donc on a fait le choix bis, et on espère justement ça va faire, en tout cas ça va créer ce on attend en termes d'externalité positive. Ok. Donc on verra. Très très clair. Et bah, c'est plus qu'un gros challenge là. Mais écoute, en tout cas, c'est super comme idée. Bravo. Ouais. Euh, alors, on est sur la fin du podcast. Ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez des questions pour moi? Une question, pas personne. Je sais pas si t'es encore là, Yavi. Ouais. Donc, je vais poser une question, une première question déjà. Euh, D'où t'es venue cette passion-là pour les podcasts? Pour le Pour, podcast? oui, Calisti et autres. D'où est venue la passion des podcasts? Alors, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question. Ça m'est venu d'un passage à vide que j'ai eu dans ma vie à un moment donné. Et puis, les podcasts euh, m'ont pas mal apaisé. Ce serait ça le terme, je pense. Et puis en fait, de podcast en podcast, ça a ouvert énormément de choses, ça a débloqué énormément de portes, personnellement et professionnellement. Et je me suis rendu compte que c'était un moyen d'apprendre beaucoup de choses parce que dans des interviews, on va avoir des personnes qui vont parler de leur parcours, de leurs expériences, de leur savoir. Et comme j'ai une mémoire auditive, les choses en fait vont s'emmagasiner comme ça. Donc petit à petit, l'idée est venue, ça a germé à un moment donné. Pourquoi pas de créer aussi une ressource pour des personnes qui s'intéressent au métier de la qualité, parce que ça n'existait pas avant, qui s'intéressent au métier de la qualité, mettre cette ressource-là à disposition des gens. Ce que j'aurais aimé apprendre avant que je ne me forme de mon côté, le retrouver dans ce podcast, et puis voilà, c'est parti. Super, c'est super intéressant en tout cas. Ok. Et moi, ça me fait rebondir justement sur la question. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans la QA? Parce que tu m'as dit, bah, c'était un peu comme ça, mais en détail, c'est quoi qui t'a fait rentrer dans la QA et qui surtout t'a fait rester? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la QA, qui découvrent, qui font le fonctionnel, mais après, ils vont pas évoluer, ils vont être blasés parce qu'ils vont tout le temps faire du manuel. Voilà. Ensuite, notre métier, souvent, c'est soit on va développer une compétence très fonctionnelle et du coup on va se bifurquer vers product owner, business analyst, etc. Ou soit on va être super technique et souvent bah, on fait de l'automatisation et au bout d'un moment on se dit je vais être développeur. Donc qu'est-ce qui t'a fait rester aujourd'hui toi? Probablement de discuter avec d'autres professionnels de la qualité. En fait, pour le coup, j'ai cette curiosité où j'aime apprendre de nouvelles choses. Et justement, grâce à ce podcast, j'ai eu la possibilité, l'occasion de discuter avec d'autres professionnels qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et effectivement, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, quand j'ai démarré, l'objectif c'était pas de faire une carrière dans le test. J'avais envie d'aller vers d'autres métiers, bon, PO, puis après chef de projet, etc. Et puis en fait, au bout d'un an, bon, j'ai commencé à m'intéresser quand même, tu vois, à élargir un petit peu mon spectre, pas que ce que je faisais au quotidien, etc. Le fait de discuter avec d'autres personnes
qui m'ont, tu vois, qui m'ont amené à comprendre en fait qu'il y avait une profondeur, comme un iceberg, il y avait une profondeur qui était gigantesque sur tout ce qu'il est possible de faire au niveau du test. Je me suis dit, en fait, enfin, le champ des possibles est quand même assez incroyable. Donc, c'est ce qui m'a fait rester, c'est ce qui me fait rester, en tout cas, dans la qualité aujourd'hui. Après, je dis pas que peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurais envie de changer. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ce truc-là, je continue à apprendre. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Et ça me nourrit, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, je continue à apprendre et à progresser. C'est ouais, très joli comme raison en tout cas. Et je pense que je partage exactement la même chose, hein, cette envie d'apprendre, parce que c'est une industrie qui est très très large. Et en fait, si on a envie de continuer à évoluer dans ce truc-là, il faut avoir envie d'apprendre. Et ça, je pense, c'est super important. Sinon, après, on commence à se dire, je m'ennuie, je fais tout le temps les mêmes choses, je tourne en rond, j'évolue pas, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Donc, en tout cas, Mm. c'est Et très joli, puis, en tout cas, comme raison. merci. Enfin, merci. Et après, c'est vrai que c'est très... c'est propre à chacun, mais moi, pour le coup, j'arrive pas à comprendre qu'on choisisse... Enfin, si, je peux le comprendre dans une certaine mesure, parce qu'il y a aussi une part de charge mentale au quotidien. Voilà, on peut pas non plus penser à 25 000 choses tout le temps. Mais, tu vois, à partir du moment où on est... on est dans son cocon, si tu veux, je trouve ça tellement dommage de rester dans son cocon, de rester un peu dans son confort, parce que ce n'est que du confort, et de pas chercher à emmagasiner un peu plus. Ça a été prouvé que en tant qu'être humain, on a besoin de changements assez régulièrement, et bon, c'est dommage de pas le provoquer aussi quand on en a la possibilité, quoi. C'est mieux quand c'est volontaire que que quand c'est subi. Bon. Exactement, je suis complètement aligné avec toi. Si tu sais où est-ce que tu vas, tu sais ce que tu as envie de faire, etc. Peu importe les événements de la vie, tu seras toujours sur le bon chemin. Dans le sens où tu feras les bons choix, tu créeras les opportunités parce que tu auras préparé les choses. Et pour moi, enfin, en tout cas, de fil en aiguille, de mission en mission, j'ai remarqué à chaque fois que j'apprenais quelque chose, bizarrement, les missions qui m'étaient proposées après, elles étaient justement basées sur les choses que j'avais apprises. Quand j'ai appris Mhm. l'automatisation, après on a commencé à me mettre sur ces sujets. Quand j'ai commencé vraiment à réfléchir les sujets de management, de KPI, d'organisation d'équipe, et ben j'avais pas non plus le background nécessaire, mais on m'a fait confiance, on m'a mis sur la mission, et après bah du coup j'ai fait que ça. Donc au fur et à mesure, donc là maintenant c'est la création d'entreprise. On verra ce que ça va donner après. Là, je sais que récemment on m'a proposé une mission de là où Mhm. j'irai un peu, j'ai dit, ah, Mhm. c'est sympa, j'y réfléchirai. Donc du coup, ça m'a donné comme, etc., des choses que je voyais de loin, je savais que ça existait, mais je disais, là, j'en ai pas besoin. Mais comme là, je vois que les gens en parlent, je me suis dit, bon, peut-être c'est un signe, donc tu vas apprendre ça, et peut-être ça va être une force pour générer une opportunité dans le futur. Parce que je Bien suis plutôt sûr. en mode, je suis entrepreneur, mais dans l'autre cas, je suis aussi indépendant. Donc, je dois toujours maintenir mes connaissances au top, parce que je suis pas en CDI, dans mon confort, etc. Donc, je peux pas me permettre de prendre le risque. Mhm. Si le marché, par exemple, côté QA, ça va un peu moins mal, je dois être capable de rebondir sur d'autres sujets. Et donc, c'est là-dessus, je me suis dit, je vais peut-être écouter la dame, elle a peut-être raison. Mhm. Je vais essayer de regarder un peu aussi en parallèle sur la gestion de projet. Comme quoi, Donc, les voilà. rencontres, en tout cas, David, t'as un exemple de mentor, je pense, en termes d'état d'esprit, quoi. Ouais, en tout cas, j'apprends beaucoup de lui. Moi, J'imagine. maintenant, j'apprends beaucoup d'eux aussi, hein. Franchement, aujourd'hui, il y a des choses que je découvre avec eux. Ils apprennent vite. Maintenant, ils sont autonomes. Et quand je galère même sur un truc, sur la partie, par exemple, automatisation, parce qu'ils sont plus techniques que moi, euh, très souvent, bah, du coup, je débloque avec eux. Parfois, tu peux être fatigué, t'es là dans ton code, tu bloques sur un truc, mais un truc bête. Je dis, Yavik, je comprends pas, il y a ça qui fonctionne pas. Il m'a dit, ah, mais Mhm. non, mais t'es pas sur la bonne route. Il te manquait juste ça. Je dis, ah, j'étais pas loin. Mais c'est la fatigue. Donc ça c'est super aussi parce que avant j'avais pas des personnes sur qui réellement compter. Peut-être que je pouvais demander au Mhm. développeur, mais le développeur il était loin, il dit je maîtrise pas votre sujet d'automatisation, etc. Je peux pas t'aider sur ce truc. Euh, et là le fait d'avoir des gens, lorsque je suis bloqué sur un truc technique qui est vraiment lié au testing, euh, je peux leur demander
et en discutant ensemble, on arrive à trouver la solution. Et parfois, je me dis, franchement, dans une entreprise, si vraiment il y avait cet investissement sur la partie QA et ce genre de communauté au sein des équipes, mais vraiment une vraie communauté, sur la partie automatisation de tests, on aurait des réponses qui seraient faites assez vite. Et pas juste le gars qui est dans son pôle, qui est dans sa future team, doit time-sheeter sur son projet, et dès que tu commences à lui demander du temps supplémentaire, il me dit, je time-sheet sur quoi? Donc du coup, tu dis, vas-y, bon, laisse tomber. Donc voilà, tu vois, ce truc-là, j'aime ça avec ces gars-là, et tant que ça roulera comme ça, je continuerai à investir dessus. Voilà. Donc de l'apprentissage dans les deux sens. Bon. Exact. J'ai pas pu m'empêcher de relever que tu disais souvent les gars. Les Est-ce qu'il y gars, a des femmes au sein de l'équipe? ah, il y avait une femme avant, mais elle est plus dans l'équipe. Ah, Et c'était ma sœur. Mais bon, elle était plutôt douée. J'ai demandé à Yavik de recruter justement une femme, mais c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Je leur dis, pourquoi? bah, demande-leur justement, parce que moi je leur dis, faut au moins une personne féminine dans l'équipe pour qu'on puisse au moins avoir cette diversité, etc. Parce qu'avant il y avait ma petite sœur, mais elle a décidé de rentrer dans la fonction publique. Donc ça, voilà, c'est son choix. Et voilà, je sais pas, c'est Yavi qui se charge de faire les recherches de profil. Tu peux peut-être en dire un peu plus? Ouais, ouais. En tout cas, les femmes dans le développement, il y en a assez. On a eu, comme l'a dit Pierre, on voulait au préalable, avec le départ de CFR, donc notre collaboratrice, on voulait recruter d'autres profils de femmes dans le développement. On a eu à auditionner 2 ou 3 personnes, mais ce qu'on a pu constater, c'était la peur. On ne dit pas pour tout le monde, mais pour des cas que nous, on a reçus. Ils étaient un peu trop timides, ils avaient un peu peur, ils se disaient, bon, le travail et les horaires, ça ne devait pas coïncider. C'est un peu ça qui manquait. Et pourtant, on continue à rechercher. Parce qu'une équipe tech avec des femmes, c'est toujours une bonne chose. Donc, à la place des gars, on mettra, on va modifier. C'est pas une obligation de modifier, mais c'est vrai que c'est quand même mieux qu'on a des hommes et des femmes dans une équipe. On sait tous les bienfaits que ça apporte évidemment à compétences égales. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est difficile vraiment de trouver déjà des personnes qui sont motivées dans un premier temps et aussi qui ont un minimum de niveau parce que nous, ce qu'on attend, on veut pas vraiment que des experts, mais des gens, comme je disais, qui ont la capacité d'apprendre, la niaque, etc. Ce qui fait la différence chez eux, c'est qu'ils sont passionnés. Ils vont rester au-delà des heures de travail. Parfois, ils vont me demander est-ce qu'ils peuvent rester pour pas que le bureau soit fermé ou quand ils sont bloqués sur un sujet, parfois ils ont pas le temps de le traiter dans la semaine. Ils vont demander à ce que le samedi le bureau soit ouvert pour qu'ils puissent intervenir, etc. Donc c'est vraiment une petite famille qui se sont créées et qui fait que bah, l'équipe c'est la même qui est là depuis le début. En tout cas, tous ceux qui ont été recrutés, ils sont là depuis longtemps. Et il n'y a pas cette problématique de turnover. Il y a juste des personnes qui vont arriver, qui vont pas faire l'affaire et qu'on va pas conserver. Parce qu'on veut vraiment s'assurer que les gens soient bien intégrés et qu'ils sont motivés sur le sujet et qu'ils comprennent la vision de l'entreprise. C'est vraiment Mhm. les seuls critères qu'aujourd'hui qu'on regarde. Ensuite, après, on laisse le temps aux collaborateurs de monter en puissance. On leur fait confiance, etc. Mais si, dans un moment, on voit qu'on fait pas confiance, euh, du, à ce moment-là, bah, du coup, on continue pas avec le collaborateur. Donc vraiment, ces différents éléments et je laisse vraiment l'équipe en pleine autonomie pour pouvoir évaluer ces choses. Moi, la seule chose que je regarde, c'est le résultat. C'est quand il y a un problème, je remonte et j'attends que ce problème-là il soit pris en compte. Et si je dois me répéter 2, 3, 4 fois, etc., que la personne n'arrive pas à comprendre, bah, je fais une note à Yavik et je demande de vraiment faire ce suivi. Euh, et jusque-là, bah, ça nous a permis de déceler les candidats qui étaient bons, qui avaient envie de rester. Je vois par exemple notre data scientist, c'est quelqu'un qui avait juste fait des études, il s'appelle Valmy, il avait fait des études de mathématiques et de probabilité et pas mal de choses comme ça. Donc il était très bon là-dessus et il avait décidé par lui-même d'apprendre du JavaScript Mhm. et du développement. Sauf quand il passait ses entretiens, on voulait pas le prendre parce que il avait pas vraiment un background IT. Mais moi, j'ai décelé en lui cette capacité à apprendre
et surtout ses compétences niveau probabilité, etc. Je me dis, je peux le positionner sur du machine learning et sur ce sujet. Et il m'a dit que ça l'intéressait, tout ce qui est data et ce genre de choses. Et je dis, bon, on le met à l'essai, on va voir s'il est capable de développer avec nous sur le projet. Aujourd'hui, ça fait partie l'un des piliers de l'équipe de développement. Donc, c'est-à-dire les autres qui n'ont pas cru en lui et vu en lui ce qu'il avait comme capacité, bah, ils ont raté quelque chose parce que une fois que le produit sera développé, c'est lui qui va développer justement notre écosystème de machine learning pour notre outil comptable, pour faciliter le travail des clients directement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une femme. J'ai demandé ce sujet, mais c'est difficile à trouver. Voilà. Au Sénégal, j'aurais eu moins de problèmes. Mais au Congo-Brazzaville, c'est pas forcément la branche que les demoiselles elles vont suivre, on va dire. Oui. Et puis après, on revient aussi dans ce voilà connaissance des métiers, connaissance des secteurs, volonté politique. Puis après, même sociétalement parlant, on est encore question du temps, parce que tout à l'heure, Yannick t'a parlé du temps, la répartition des tâches domestiques est encore évidemment ultra importante du côté des femmes que du côté des hommes, donc forcément elles ont moins de temps disponible, donc elles peuvent être moins au bureau. Et là en l'occurrence dans une entreprise qui croît beaucoup, voilà, c'est aussi un problème sociétal qui est en place, et c'est pas si simple que ça à résoudre, quoi. Ouais. Ok, très 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 clair. Bon, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, on est sur la fin du podcast. Donc merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et pour toutes ces explications. Je pense que les personnes qui seront arrivées jusqu'ici auront une vision qui est beaucoup plus claire. Et si jamais on a des personnes qui vivent en Europe et qui ont envie d'aller s'installer au Congo, qui ont envie de travailler avec des entreprises au Congo, ou qui sont intéressées par Ayoka ou des investisseurs, peu importe, en tout cas elles auront beaucoup d'éléments de réponse grâce à notre enregistrement aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. C'était super cool, franchement. Merci de nous avoir invités, c'est très intéressant, et puis ça nous a permis aussi ça faisait, comment dire, depuis que j'ai créé l'entité, je me suis pas posé des questions sur ce qui a été fait, etc. Et ça permet de se dire, on a quand même parcouru du chemin, parce que on est dans le run en fait, et on regarde juste le futur et les choses qui se passent là, mais on se dit pas, oui, on a parcouru tout ça, on a fait tout ça, etc. On se dit juste, faut qu'on bombarde. On est ça au quotidien. Je me doute, mais ouais, faire le point de temps en temps, c'est... Bah écoute, si jamais t'as envie de revenir dans le podcast pour refaire un point, pas dans 5 ans, je sais pas, dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, n'hésite pas si le podcast existe toujours. En tout cas, avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.